Bonjour à toutes et tous, je suis Kevin Polizzi, je suis le président fondateur d'Unitel, qui est un groupe qui fait de la transformation numérique depuis quasiment 20 ans. Donc on a eu le temps d'apprendre à le faire à peu près correctement. On m'a proposé d'intervenir aujourd'hui devant vous, notamment pour parler d'industrie et de numérique. Évidemment, toutes les corps d'activité sont en train de se digitaliser à vitesse grand V, avec une difficulté, c'est quelque part l'embarras du choix. Par quoi on commence ? Comment on est certain d'investir correctement son argent et pas de le dépenser n'importe comment? Comment on ne crée pas de dépendance technologique qui font que dans 2, 3 ou 5 ans, on peut totalement être bloqué par le fournisseur qu'on a choisi? Et quelles sont finalement les exigences légitimes d'un client par rapport à un fournisseur? Et je dois vous avouer que ça va nous occuper un petit moment. Alors, on m'a demandé de faire une conférence d'1h30. Je pense sincèrement qu'au bout d'1h30, vous allez vous évanouir. Donc je vous propose de faire 1 heure. Et s'il vous plaît, posez-moi des questions. Parce que le minimum que je puisse vous apporter aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur ce qu'on a fait dans notre secteur d'activité. On ne vient pas du tout du cosmétique, vous en doutez bien. Mais globalement, on peut échanger avec vous rapidement sur des idées, sur des points d'attache. Alors, très rapidement, le groupe... Aujourd'hui, Unitel, c'est à peu près 120 filiales qui sont réparties sur le territoire France et Europe. On ne vend pas de matériel, on ne vend pas de produits finis. On est 100% une boîte de services qui met à disposition des briques technologiques qui ont été construites ces 20 dernières années et on accélère la croissance de nos partenaires. Moi, je dis toujours que dans une bonne relation commerciale, il faut qu'on apporte une survaleur importante. Et pour apporter une survaleur et faire de la croissance, il faut que notre partenaire soit capable d'être en hypercroissance. L'hypercroissance du partenaire, c'est la garantie que tout le monde est en bonne santé à long terme. Alors, j'ai eu la chance déjà d'être français, mais au-delà de ça, de créer plusieurs entreprises. Et en fait, on s'est toujours adapté à une séquence de marché. Et aujourd'hui, on voit quand même que l'industrie... Au-delà d'être une mode sur la réindustrialisation, France 2030, étincelle avec la présentation qui a eu hier lieu à l'Élysée, l'objet c'est quand même de regarder comment on est capable de faire des choix et comment on est capable d'accompagner la croissance dans des moments où c'est plus facile, on va dire, quand l'argent coûte pas cher, et aujourd'hui dans un moment qui est un petit peu plus incertain, à la fois parce qu'on a une transition environnementale à mettre sur nos épaules, c'est le combat de notre génération, hein, chacun son combat. Un argent qui est un petit peu plus cher, même si depuis quelques jours les taux commencent à rebaisser un petit peu, on recommence à tourner autour de 4,85, là on était plutôt à 6, 6,5. Dans une conjoncture qui est incertaine, la seule chose dont on est certain, c'est que la révolution, il va falloir qu'on la prenne dans nos mains et qu'il va falloir qu'on mette le mot compétitivité au centre de tout. La seule manière de continuer à vendre nos produits, c'est de les produire intelligemment, c'est de les produire de manière responsable, et c'est surtout d'être compétitif, donc de mieux payer les gens, mais surtout de concentrer la valeur ajoutée sur la partie qui la génère. Alors, si je reviens un petit peu en arrière, nous, globalement, on a eu la chance d'être dans la révolution numérique dès 2001. 2001, c'est le moment où la bulle de l'Internet explose et toutes les grandes sociétés déposent le bilan. Son chapter 11, comme disent les Américains. Et donc, à ce moment-là, c'est un petit peu le moment que sont en train de vivre les startups aujourd'hui, puisqu'on leur demande d'être rentables. Nous, en 2001, il fallait qu'on soit rentable tout de suite. Si on n'était pas rentable, le fantôme numérique s'était dissous. Et donc, il fallait construire une compétitivité face à des géants. Mais c'est aussi le moment où le marché s'est dérégulé. 1997, c'est la fin du monopole historique de France Télécom. Et c'est des multitudes d'opérateurs qui se créent sur le territoire. Donc nous, on a eu la chance de surfer cette première vague quasiment ces 20 dernières années, de faire de la quincaillerie informatique, là où tout le monde voulait acheter des mégaoctets de mémoire et des gigaoctets de disques durs. Or aujourd'hui, le gros de notre investissement, il est sur l'IA et la data. Considérer que ces 20 dernières années, on a construit des systèmes fiables qui n'existaient pas, qui pourraient tout à fait être comparés au système bancaire. Il y a 20 ans, on logeait son argent dans une tirelire. Aujourd'hui, on loge ses données chez un fournisseur de solutions cloud, souveraines ou pas souveraines, c'est un autre débat. Mais globalement, quand vous nous donnez vos données, on ne les perd pas. Quand vous nous donnez vos données, on ne se fait pas pirater. Et quand vous nous donnez vos données, on vous les rend.
Et puis d'ici quelques temps, je vais vous en parler aujourd'hui, on va vous les rendre triés, enrichis, avec une capacité de décision. Alors qu'est-ce qu'on a fait ces 20 dernières années? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transition environnementale. Eh bien, on a au début vraiment consommé beaucoup de ressources, parce que quand les produits fonctionnaient peu ou pas, ben, globalement, le prix de l'électricité, ce n'était pas notre combat. Notre combat, c'était de faire fonctionner les choses. Et puis, ça a commencé à être fiable, à se stabiliser. Et là, on est rentré dans le prisme de la compétitivité. Pourquoi? Ben parce qu'en consommant moins d'énergie, en optimisant la manière dont on fonctionnait, on voit la courbe qui a rechuté et qui a quasiment chuté en dessous de la fine de base, parce que ben, faire du numérique intelligemment, finalement, ça ne coûte pas très cher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre empreinte environnementale qui remonte. Alors, elle ne remonte pas parce qu'on est en train d'utiliser des systèmes polluants. Elle remonte parce que quantitativement, on a plus de données à stocker tous les jours. Et donc, notre base zéro grimpe. Qualitativement, on abaisse l'empreinte carbone. Quantitativement, on augmente notre ressource. Et nous ne pourrons pas échapper à une logique de compensation. On ne pourra pas y échapper. On fera le maximum pour abaisser l'empreinte carbone, mais on ne pourra pas échapper à une logique de compensation qui s'appelle la taxe carbone, vous vous en doutez, ou qui s'appelle la maîtrise de la taxe carbone. Et notamment, dans votre univers à vous, vous avez une chance, c'est pour certains, de consommer des végétaux. Ces végétaux, ils ont une deuxième chance, c'est qu'ils fonctionnent avec beaucoup de photosynthèse et qu'eux-mêmes absorbent du carbone. Et donc, dans votre logique Scope 3, dans votre logique de décarbonation globale, ben, vos matières premières sont probablement un enjeu de votre compétitivité future. Votre attention, s'il vous plaît. Alors, on va attendre un peu d'attention. La conférence sur le thème. Ils sont en retard. Numérique. Si vous êtes en retard, c'est ici que ça se passe. À l'ère de la technologie, présentée par Kevin Politi, président Unitel Group, débute actuellement. Moi, je dis que le quart d'heure marseillais, c'est pas nous. Allez, on est reparti. Bon, globalement, comment ça fonctionne? Quels sont les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est qu'à la fin de tout ça, il y a toujours des sales machines, il y a toujours des serveurs, il y a toujours du stockage, il y a toujours une infrastructure physique. Donc ces bâtiments, historiquement, c'était des bâtiments cachés. Aujourd'hui, c'est des bâtiments qui sont des bâtiments de plus en plus visibles, voire même des bâtiments qui deviennent utilitaires, puisque lorsqu'on construit un data center, en général, on restitue la chaleur des machines à la ville, soit sur des réseaux de chaleur urbaine, soit sur, de temps en temps, chauffer des HLM, chauffer des piscines. Mais le data center, qui était un objet totalement inconnu il y a 20 ans, est devenu une partie prenante de l'écosystème et de l'effacement de l'empreinte carbone de la ville. Nous, on a des machines, on a des microprocesseurs, ils chauffent, ils fabriquent de l'eau à 45-50 degrés. Et bien, de l'eau à 50 degrés, c'est de l'eau qui est moins chère à amener à 60, parce qu'elle est déjà à 50, ou c'est de l'eau qui est un peu trop chaude pour les piscines, parce qu'ils veulent plutôt de l'eau à 37, 38. Et donc, il a dilué avec de l'eau froide. Et donc, globalement, l'empreinte écologique des data centers, elle est beaucoup plus responsable que de garder son petit serveur dans son placard là, entre la plante verte et le frigo, où là, globalement, l'efficacité de ça, c'est peut-être 5 à 10% réel. Donc on a construit des data centers un peu partout en Europe pour y loger des données. On utilise des partenaires pour aller aux États-Unis, pour aller au Maghreb, etc. Puisque la France a cette qualité d'être un point de passage obligatoire entre l'Asie, le Moyen-Orient, les États-Unis, le nord de l'Europe et l'Afrique. On a probablement 20 à 30% du trafic Internet global qui traverse la France. C'est vraiment pas négligeable du tout et c'est un enjeu géopolitique immense. Pour l'instant, relativement négligé en termes de sécurité ou en termes d'utilisation, mais ça reste pour nous, dans le monde numérique, un atout extraordinaire. Si on superpose la carte des navigations il y a 2000 ans en arrière, si on superpose la carte des avions, si on superpose la carte des caps sous-marins, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. Pourquoi? Parce que le chemin le plus court, c'est celui qui vous permet de transporter votre donnée de la meilleure manière. Alors, s'il y a un schéma que j'utilise assez souvent, c'est un peu ce schéma de synthèse qui montre, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre industrie, les différentes étapes que vous traversez.
Tout le monde a des données. Sur la chaîne de production, en logistique, dans les recettes des produits que vous fabriquez, sur la manière dont vous les vendez. Elles viennent de votre ERP, elles viennent de votre CRM, elles viennent de votre EDI, elles viennent de n'importe où. Elles viennent du petit pistolet à code barre qui vous remonte des infos. Et donc, cette intégration de données est un passage obligatoire, sauf que historiquement, toutes ces données étaient éparpillées. Et que si on veut aller arriver au bout de la chaîne, il faut d'abord les rassembler. Premier effort, identifier les origines de vos données, les transporter dans des réseaux. Est-ce que c'est du Wi-Fi comme à la maison? Est-ce que c'est de la fibre optique? Est-ce que c'est du GSM? Est-ce que c'est autre chose? Ces données finissent quasiment en intégralité dans un data center. Soit celui qui est dans votre entrepôt, dans votre usine, votre serveur, soit celui qui est dans votre région, en proximité, à Vénissieux, à Limonest ou à Lyon, soit dans le cloud public, chez Microsoft, chez Amazon, chez Oracle, chez IBM. Et toutes ces données vont être traitées par des applications qui sont les vôtres, que vous avez choisies, ou que vous subissez, ça dépend de qui l'a choisi. Mais globalement, il y a toujours une application. Cette application, elle va venir traiter des larges volumétries de données. On pense à l'application comptable, sur laquelle vous avez vos bons de livraison, etc., etc. Et puis aujourd'hui, notre objet à nous, c'est d'aller valoriser la donnée. Finalement, quand je commence à imbriquer ces données les unes aux autres, est-ce que je ne vois pas des choses que je ne voyais pas avant? Ou est-ce que je n'arrive pas à révéler quelque chose que je ressens, que je pressens? Est-ce que finalement, optimiser ma logistique, est-ce que ça n'a pas un impact majeur sur mon bilan carbone? Sans données, je ne suis pas capable de le mesurer. Et sans données, je ne suis pas capable de donner des directions à ma direction générale ou à ma direction d'exploitation. Alors là où le bas blesse, c'est que dans chaque case, ça fait appel à des contextes vaporeux. Et moi, je dis toujours que pour choisir le bon fournisseur dans chaque catégorie, sans se tromper, sans dépendance technologique, en payant le bon prix, sans devoir changer dans 5 ans, sans éviter que le fournisseur ait vendu sa boîte dans 3 ou 5 ans, en se disant qu'il ne va pas arrêter le produit que j'ai mis au cœur de ma stratégie d'entreprise. Faire ce choix-là est impossible. Faire ce choix-là, c'est comme faire les 7 numéros ou les 10 numéros du loto en direct, je ne sais pas combien de numéros loto, mais c'est impossible. Il y a une chance sur 13 millions de réussir. Ça, on sait. Donc globalement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de se mettre autour de la table, de réfléchir et de challenger ces 3 critères. Un critère économique, un critère industriel et un critère de pérennité. Si vous avez choisi le logiciel d'une société qui n'existe plus dans 3 ans et que c'est le cœur de votre usine, il va y avoir un sujet. Si vous avez choisi un logiciel, parfois chez un petit éditeur régional sympa, dans lequel il y a une flexibilité, où facialement le risque est plus important, mais opérationnellement la réalité est meilleure, alors il faut prendre la petite boîte locale, avec des conditions qu'on peut mettre au contrat, de réversibilité, de migration, de changement, etc., etc. Donc ça, l'objet, c'est de vous accompagner sur ces choix, qui sont des choix hyper complexes. Généralement, on ne sait pas par où commencer, alors que le sujet à la fin est très simple, il faut faire parler les équipes, il faut faire parler les gens qui sont sur le terrain, et on va traiter avec des problèmes. Ce qui est intéressant, je vous le disais tout à l'heure, on a mis à peu près une dizaine d'années à créer les solutions technologiques. Au début, ça ne marchait pas bien. Aujourd'hui, ça fait à peu près 15 ans que ça fonctionne. On a mis 10 ans à créer les composants technologiques. On a mis 5 ans à les rendre hybrides. Globalement, quelle que soit votre application, quelle que soit votre donnée, quel que soit votre WMS, quel que soit votre outil, on est capable de mettre la donnée où vous voulez. Si vous la voulez dans l'usine, elle est dans l'usine. Si vous voulez dans le camion, elle est dans le camion. Si vous la voulez dans le produit, elle est dans le produit. Si vous la voulez ailleurs, elle est ailleurs. Donc on sait mettre la donnée où on veut, on sait mettre l'application où on veut, et on sait faire communiquer tout ça de manière sécurisée. Ça, globalement, ça fait à peu près 5 ans que le truc est mature. Là où on voit 2 ans et demi, 10 ans, 5 ans, 2 ans et demi, c'est sur la partie Internet of Everything. Aujourd'hui, il n'y a plus un client qui nous parle de technologie. Aujourd'hui, nos clients ne parlent que de fonctions. Donc ils achètent que du fonctionnel. Donc combien de microprocesseurs, combien de licences, combien de je sais pas quoi, c'est plus du tout
les débats qu'on a à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est j'ai 3 Fenwick qui fonctionnent 24 heures sur 24. Je voudrais de la maintenance préventive pour savoir quand il va casser. Est-ce que je peux allonger la durée de vie de mon CAPEX? Est-ce que je peux améliorer mon OPEX? On est passé dans un langage qui est beaucoup plus financier qu'avant. Ce qui est étrange, parce que normalement, on devrait être dans un langage qui est beaucoup plus technique. Or, aujourd'hui, le langage est 90% financier. Je veux réduire mes OPEX, je veux maximiser la durée de vie de mes CAPEX, je veux être compétitif. C'est ce qu'on entend tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je vais pouvoir rajouter dans pas longtemps une dernière bulle, qui est la bulle de l'intelligence artificielle. Et on va en reparler tout à l'heure. Si je vous parle d'IA, globalement en France, vous le savez, parce qu'on a à peu près tous fait nos études dans ce merveilleux pays, il y a 2 grandes écoles. Il y a les écoles d'ingénieurs d'un côté, dont certains d'entre vous sont issus, et puis il y a les écoles de recherche, il y a les facultés, il y a l'université de l'autre côté. Or, si on veut faire un projet d'intelligence artificielle, il faut savoir parler de science, il faut faire un peu des maths quand même, c'est bien, parce que tout est maths en fait derrière l'IA. Et deuxièmement, il faut parler d'ingénierie, parce qu'à la fin, c'est du fonctionnel. Donc tout projet d'intelligence artificielle que vous allez lancer doit à minima être collectif. Voire même, je le disais vendredi, dans les organigrammes, il ne peut pas y avoir de responsable de l'IA. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est trop de compétences différentes. Et aussi bien un directeur général ou un président essaye d'être à peu près bon partout, aussi bien là, il faut être expert partout. Donc ça ne peut pas exister. Donc si vous lancez une initiative d'IA dans vos entreprises ou que vous demandez à vos fournisseurs de participer à une initiative d'IA, il faut la créer dans le cadre d'un projet collectif. Alors on a acheté il y a un petit peu plus d'1 an un campus qui s'appelle The Camp à Aix-en-Provence, qui à la base est un centre de séminaire très sympa avec le terrain de foot, l'hôtel, le design futuriste. Il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. Et en fait, nous, on ne l'a pas acheté uniquement parce qu'il se passait des séminaires à l'intérieur. On a acheté cette infrastructure parce qu'on permet aux gens de venir 2 jours, de s'asseoir, de construire des groupes de travail, de mettre des managers au contact des opérationnels et de créer de la valeur qui n'arrive jamais in situ dans l'entreprise. Si vous prenez les gens et que vous les externalisez, déjà, vous leur servez un coup à boire, ça sera 10 fois plus cool. Deuxièmement, ils restent chez nous 2 jours. Donc il se crée des choses qui ne se créent pas d'habitude dans le cadre professionnel naturel. Et là, il sort un trésor de fonctionnalités. Au mois de janvier 2024, on va lancer un programme qui s'appelle 1% The Camp. Ça veut dire quoi? 1% de l'année, votre collaborateur doit être à The Camp. Si vous voulez transformer votre business, si vous voulez transformer vos process, si vous voulez vraiment qu'il se passe quelque chose, considérez que 1% de l'année, sur 210 jours ouvrés, ça fait 2,1 jours. Et qu'on prendra vos gars 2 jours à The Camp pour transformer. Au bout de 2 jours, il aura exactement un plan d'action, exactement une base 0 pour attaquer sa croissance. Alors comme on n'est pas que d'Aix-en-Provence, on construit aussi des bâtiments à Lyon. Donc on va livrer dans quelques jours, quelques semaines, un bâtiment à Lyon qui s'appelle Quanta, qui est un accélérateur numérique, IA, biotech. Donc on a construit des laboratoires de biochimie dans lequel, à notre surprise, on a aussi des gens qui font de la cosmétique et qui font de l'alimentaire qui viennent nous voir. On n'a pas que du traitement médicamenteux. Et l'idée, c'est quoi? C'est de fertiliser de manière croisée la compétence des équipes d'Unitel et de ses sous-traitants d'un côté sur une volumétrie digitale et de l'autre côté sur des enjeux de fabrication de protéines de lait, sur de la fabrication de procédés pour faire les pilotes ici et la production dans les usines. Qu'est-ce qu'on observe de manière macro? On observe que les jeunes ne veulent plus aller travailler en dehors de la ville. Donc globalement, on observe que la R&D va revenir dans les villes et que la production va sortir des villes. La production, elle est à côté des axes autoroutiers. La R&D, elle est dans la ville. Et donc l'entreprise qui historiquement avait des sites indivisibles va devoir, si elle veut se doter des meilleurs talents, si elle veut se doter des meilleurs chercheurs, trouver des locaux en métropole, Lyon, Paris, Marseille, Nantes, Bordeaux, etc. Et on le voit précisément à Nantes, où toute la biochimie est re-rentrée dans la ville.
Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas faire 1 heure de bouchon, ne veulent pas venir avec une voiture. Ils veulent prendre le tram, se faire déposer devant le tram, ils sont dans leur labo, 5 minutes après ils bossent, et quand ils veulent, ils partent. Et ça, on le voit vraiment, on l'a vu nous dans nos équipes un peu en avance de phase, et on commence à le voir dans toutes les autres entreprises. Gros enjeu d'intelligence artificielle. Vous connaissez les entreprises qu'on appelle nous legacy, c'est-à-dire les entreprises traditionnelles, qu'on a mécaniquement opposées à celles du numérique. En disant, mais les numériques, elles sont mieux, c'est plus moderne, ils savent mieux faire les choses, ils payent mieux les gens, etc. Est en train de se passer, donc ça c'était globalement 98-2000, voilà, est en train de se passer exactement la même chose. C'est un peu comme le jeu de loi, tout le monde recule d'une case. Les boîtes d'intelligence artificielle, on est au sommet du hype. C'est-à-dire que celles qui ont un avenir florissant, celles qui vont recueillir l'argent des investisseurs, c'est les boîtes d'IA. Pourquoi? Et vous allez comprendre ça juste après. Les boîtes numériques sont devenues une industrie à part entière, voilà, avec des milliers de salariés. Et puis les boîtes historiques, soit elles se digitalisent, soit elles meurent. Et donc les boîtes numériques, soit elles s'intelligence artificialisent, soit elles meurent. Il va se passer exactement la même chose. Un graphe que j'aime beaucoup, qui est un peu dur à comprendre au début, mais quand on va conclure, ça va vous paraître naturel. Voyez l'écart de puissance entre 1980 et ce que vous pouvez imaginer être 2025. Tirez un petit peu le graphe dans votre esprit. 10 puissance 1, 10 puissance 9. Est-ce que vous voyez l'écart? Si je mets ça dans un bilan comptable, vous allez voir l'écart. Vous allez avoir une boîte qui fait 1 euro et une boîte qui fait des milliards. Vous allez comprendre tout de suite. C'est exactement la même chose qui est en train de se passer sur la puissance de calcul. Celui qui n'a pas fait sa mue digitale et qui n'est pas capable de rentrer dans le train de l'IA va structurellement créer un retard, c'est pas grave, va structurellement avoir des problèmes de compétitivité, c'est beaucoup plus grave, et potentiellement va devoir céder son entreprise. C'est ça qui nous attend. Et il n'y a pas de catastrophisme, il y a plein de solutions pour faire. À quoi ça sert l'IA? Globalement, c'est la fin de l'informatique telle qu'on l'a connue. J'achète mon ordinateur à Darty, je me l'installe un peu tout seul, je me débrouille. Ça, c'est de l'informatique. Globalement, vous faites du Word, du Excel et de Internet Explorer. Voilà. Bon, vous ne faites pas grand-chose de plus. Un peu de Netflix maintenant. Mais globalement, il ne se passe pas grand-chose de plus en général. Si vous avez un ado qui est un peu geek, il peut développer des trucs. Mais il ne se passe pas grand-chose. Globalement, en entreprise, le poste de travail, franchement, c'est devenu un iPhone. Hein. Je veux dire, un téléphone d'aujourd'hui, il a la puissance d'un ordinateur d'il y a 5 ou 10 ans. Demain, vous prenez votre iPhone, vous le branchez à un écran, vous mettez un clavier Bluetooth dessus, ça marche, hein, il n'y a plus besoin d'ordi. Hein. Plus besoin d'ordi, ça marche. Il y a la puissance. Vous voyez les tablettes. Les tablettes sont surpuissantes. Mais ce n'est pas le sujet. Le terminal utilisateur, son seul danger, c'est que c'est le premier outil de faille de sécurité de l'entreprise. Parce que je le prête à mon gosse qui va faire un tour sur YouTube, parce que je ne l'ai pas sécurisé comme il faut, parce que j'ai enregistré le mot de passe de mon VPN qui me permet de rentrer dans la boîte, parce que je n'ai pas envie de le taper, mon mot de passe. Donc globalement, le premier problème de sécurité de l'entreprise, c'est ça. Mais ce n'est pas notre thématique du jour. Notre thématique du jour, c'est qu'est-ce qu'on doit faire avec l'intelligence artificielle. Les modèles météo, qui tournent avec les supercalculateurs de Météo France basés à Toulouse depuis toujours. Aujourd'hui, un supercalculateur de Météo France se fait battre à plat de couture par 3 ordinateurs en réseau. Donc vous avez le supercalculateur acheté par Météo France, par des dotations de l'État qui valent des millions d'euros. Vous prenez 3 chercheurs qui achètent 3 ordis, l'équivalent d'un petit million d'euros. Le petit million d'euros avec les 3 chercheurs, c'est plus puissant que Météo France. Vous voyez le glissement de terrain dans lequel on est. Hein. Et vous imaginez une puissance étrangère s'amuser à faire ça sur des trucs moins sympas. Quoi, hein. À un moment, si on a eu le Covid, c'est pas pour rien. Quoi, hein. Donc, notre sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait? De la chimie, c'est quand même beaucoup votre métier, si vous me permettez une partie de cette interprétation. Évidemment, de l'astronomie, du séquençage d'ADN. Hein. Vous vous souvenez, le séquençage, ça valait 10 000 euros il y a 10 ans. Ça valait 1 000 euros il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a moins de 100 euros. On a 80 $, 80-90 $ pour séquencer de l'ADN.
Ah, franchement, il faut stocker l'ADN, hein, parce qu'à force de croiser les ADN, vous allez vraiment trouver des gens qui ont les maladies avant qu'ils les aient. Hein. Ne serait-ce que statistiquement, vous allez trouver. Ou qui réagissent à vos réactifs, ou qui ont besoin de telle crème ou telle crème, whatever. L'usage dans l'industrie qui est pour moi le plus important, c'est Computer Vision. Computer Vision, c'est Robocop, c'est Terminator. C'est-à-dire le gars qui vous regarde et qui vous reconnaît avant même que vous ayez eu l'idée qu'on vous regarde. Et donc en Computer Vision, je vais vous en parler après dans l'industrie, il y a énormément d'applications. Détecter les problèmes sur les chaînes de fabrication, valider que la couleur des éléments est la bonne. Et donc c'est une assistance vraiment importante. Un, qui permet d'automatiser des jobs qui ne sont pas toujours les jobs les plus intéressants. Deux, qui permettent de créer de la valeur ajoutée. Notamment, si vous livrez des produits qui ont été contrôlés en amont, le client peut rarement râler que ce n'est pas le bon produit en aval. Du moins, vous avez une traçabilité. Tout ce qui est protein discovery et tout ce qui est évidemment lié au virus, et notamment à la duplicabilité des virus. Alors, je prends souvent ce slide que je trouve assez marrant. C'est que si vous êtes un architecte des années 80, vous avez une planche à dessin et vous sortez des plans en 2D. Si vous êtes un architecte des années 2000, vous commencez à bricoler un truc en 3D à peu près, là, ça tourne, c'est pas trop beau, mais c'est sympa. Si vous êtes un architecte des années 2020, vous avez une maquette du bâtiment avec des textures, c'est assez joli, puis ça peut servir. Si vous êtes un architecte des années 2025, vous faites la conception du bâtiment assistée par IA, donc déjà vous emmerdez pas à dessiner tout, mais surtout vous intégrez des composantes complémentaires. Aujourd'hui, un bâtiment, on va regarder son exposition au soleil. Donc on prend ses coordonnées GPS, son azimut, et on dit voilà, ce bâtiment-là, il a tant de jours de soleil par an. Donc globalement, il lui faut tant de clim, tant de ci, tant de ça. Mais évidemment, on prend quasiment aucun autre paramètre. On prend juste l'inclinaison du bâtiment et du soleil par rapport à la Terre. Ce qui a le mérite d'être assez précis. Mais ça fait 2000 ou 2500 ans que c'est précis. Aujourd'hui, grâce aux outils d'IA, on peut analyser les flux d'air, on peut analyser l'impact de la pollution, on peut dimensionner les machines de climatisation, on peut dimensionner les machines de filtration d'air et on peut dimensionner la maintenance qui va dans le bâtiment. En 10 clics et en 20 minutes. Bon, celui qui est architecte, il ne faut pas qu'il s'inquiète. On va lui mettre plein de normes supplémentaires, il aura plein de boulot à faire. Mais globalement, celui qui s'amusait à dessiner des trucs sur son tableau pour mettre une semaine à faire une proposition et pour avoir 3 maquettes chez le client, aujourd'hui c'est un quart d'heure, 70 maquettes. Donc le client il dit voilà, moi je veux la 67 et la 92 et on avance. Et donc typiquement, celui qui va se saisir de ça, il aura un avantage compétitif significatif et il aura une automatisation de la manière dont il va travailler. Donc avec 40 personnes, il fera le boulot de 80. Et s'il en a 20 très forts, il fera le boulot de 200. Je vous donne l'exemple de chez nous. Chez nous, on a à peu près 3 fois moins de salariés que nos concurrents. Ça ne veut pas dire qu'on crée 3 fois moins d'emplois. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on supprime des emplois. Ça veut dire qu'on crée des emplois à valeur ajoutée sur des sujets de R&D. Et donc tout ce qu'on libère dans la prod, on le met à la R&D. Et donc mécaniquement, on crée un avantage technologique. Si je prends un exemple sur les investissements et les consommations. Prenez par exemple une ferme qui vient faire les études de soufflerie sur les voitures de Mercedes. Donc une étude de soufflerie, c'est une étude aérodynamique. C'est à peu près 7,5 millions de dollars d'investissement serveur pour faire tourner la puissance, les calculs, les machins. Avec de l'IA, c'est 2,5. Au niveau énergétique, donc là c'est le CAPEX, on va dire à gauche. Au niveau énergétique, au niveau de l'OPEX, on a divisé par 4. Donc ce qui devait consommer 3,8 gigawattheures va consommer plus que 1,1. Et donc mécaniquement, vous doutez bien que celui qui s'est doté de cet outil-là, il ira plus vite, il ira moins cher, il ira différemment, et probablement qu'il attirera les talents aussi. En disant, tiens, je vais venir bosser dans une boîte où il y a des outils modernes, je ne vais pas aller m'enquiquiner à bosser dans une boîte où il bosse comme il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Et donc c'est un sujet qui commence à devenir assez multiple. Alors c'est quoi des data centers nouvelle génération? Rassurez-vous, la photo n'a pas changé. Ça reste des salles machines, pas de rôle, qui sont les unes à côté des autres. Ils essayent de faire un peu de design en mettant des couleurs or, mais ça ne trompe pas grand monde parce qu'on n'y va jamais. Mais globalement, ça reste des machines surpuissantes avec une problématique industrielle. On doit les refroidir, on doit garantir que l'énergie qui arrive dedans soit bien connectée dedans 24 heures sur 24, on doit filtrer l'énergie, on doit filtrer la température, on doit filtrer la poussière. Et donc nous-mêmes, dans notre métier, rentrons dans un procédé industriel.
qui n'a pas le niveau de la microélectronique, qui n'a peut-être pas encore les exigences de la cosmétique, mais nous-mêmes, on doit s'imposer des logiques de traitement industriel de la manière dont on déploie nos machines. Quel est le problème? Le problème dans notre univers, c'est qu'il y a des pas de puissance d'année en année qui sont significatifs. Aujourd'hui, quand vous changez d'ordinateur, il change à peu près de 10 à 20% de puissance. Donc le Mac nouveau par rapport au Mac ancien, c'est 15, 20, 25%. Dans l'IA, c'est x11, x18 et probablement x36. Comment vous justifiez à votre patron que vous allez acheter un équipement dont on sait pertinemment que celui de l'année d'après, c'est x36? Surtout si vous demande de l'amortir sur 7 ans, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas justifier auprès d'une direction, auprès d'un DAF, l'achat de ces technologies. Donc si vous prenez la première partie de la présentation, vous comprenez que c'est indispensable, que c'est quasiment un enjeu de survie. Et si vous prenez les KPI financiers et les EBITDA, vous dites mais merde, je ne peux pas acheter ça. Donc c'est là qu'il faut trouver des solutions. C'est quoi le différentiel de calcul? Le différentiel de calcul, alors juste avant c'était ChatGPT. Donc ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique rapidement. ChatGPT, il se promène sur Internet toute la journée. Il lit. Il mathématise les caractères. Il regarde le nombre de combinaisons qu'il y a entre tous les caractères. Il le fait sur des échelles de grandeur de données qui sont monstrueuses. Ce qui fait que quand vous lui posez une question, il va chercher dans sa base de données tous les mots. Et puis après, il les assemble. Et puis après, il vérifie qu'il y a une cohérence. Considérez que ChatGPT fait peu ou prou ce que fait le cerveau d'un enfant de 8 à 10 ans. Globalement, on lui a appris à lire, on lui a appris la grammaire, on lui a appris le sens, on lui a appris l'esprit critique. Et globalement, ChatGPT, il fait évidemment un peu plus de talent ce que fait un collégien. Mais on va comparer ChatGPT vite fait que 2 bac plus 7 ou 2 bac plus 10. Donc vous savez que devant vous, il va se passer des trucs. Et ça, globalement, c'est une vraie révolution. Bon, vous voyez des écarts. Je vais vous montrer un produit qu'on a bâti avec de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si j'aurai du son. L'énergie électrique est une ressource devenue vitale pour nos activités. Placée au cœur des réseaux, l'armoire électrique distribue cette énergie. Ces équipements subissent des dysfonctionnements qui se traduisent par des pannes aléatoires, des arrêts d'activité et des dommages potentiellement graves. ePredict est un pur concentré de technologie, un objet communicant équipé de plusieurs capteurs, d'intelligence artificielle et d'algorithmes. Installé en haut de l'armoire électrique, il analyse en permanence et en temps réel son environnement. Lorsque des défaillances se produisent, les équipements de l'armoire subissent une augmentation intense de température et libèrent des gaz et microparticules. ePredict les détecte et reconnaît les combinaisons physico-chimiques qui caractérisent les défauts et les incidents à venir. Il les anticipe et vous prévient des risques en temps réel et jusqu'à plusieurs jours en amont des premiers dommages. Avec la technologie ePredict, vous intervenez bien avant les dégradations perceptibles par l'homme, en amont des pannes ou des incendies potentiels. Votre maintenance est prédictive, optimisée et rationalisée. Vous préservez votre continuité d'exploitation et protégez vos installations, les personnes et leur environnement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en temps réel. Alors, si je vous explique rapidement ce que fait ce produit, parce que c'est bien l'IA, la data, les télécoms, c'est cool. Mais à la fin, quand même, il faut faire un produit. Il faut surtout que ce produit-là serve au plus grand nombre. Quel est le problème numéro 1 qu'on a dans nos data centers? Le problème numéro 1 qu'on a chez nous, c'est qu'on a énormément d'énergie électrique qui traverse nos tableaux électriques. Et si vous vous souvenez de vos cours de collège ou de lycée, vous vous souvenez que les électrons circulent tous dans un sens. Et vous vous souvenez que les électrons produisent des vibrations. Qu'est-ce que fait la vibration? La vibration, elle fait bouger le câble. Alors ça ne se voit pas à l'œil nu évidemment, mais au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, votre câble il s'est un peu desserré parce que la vis elle est partie en arrière. Et puis vous commencez à avoir des micro-arcs électriques, un peu comme le piezo quand vous allumez le gaz. Le problème, c'est que comme personne ne surveille ça, ça fait un arc, ça fait 10 arcs, ça fait 100 arcs, ça fait 2000 arcs, ça prend feu, l'entrepôt brûle, il n'y a plus de boîte.
Et ça, en général, ça prend 2 à 3 semaines. C'est-à-dire qu'entre le moment où ça commence à faire des arcs et le moment où ça brûle, c'est 3 semaines. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on ne va pas surveiller la température des tableaux. Ça sert à rien. De toute façon, une fois qu'il fait 500 degrés, c'est trop tard, donc ça sert à rien. On va essayer de mettre un nez connecté qui fonctionne un peu comme Shazam. Quand vous aimez bien une musique, vous lancez votre application Shazam sur le téléphone. Shazam va écouter. Qu'est-ce qu'il fait Shazam? Shazam, il mathématise ce qu'il écoute. Et donc, il vous crée un histogramme. À partir du bargramme, il va créer une courbe. Et à partir de la courbe, il va comparer dans le cloud pour savoir si c'est Mike Jagger ou si c'est Chantal Goya. C'est pas tout à fait pareil. Donc, globalement, nous, on a créé une petite carte dans laquelle il y a 7 capteurs différents qui viennent détecter des composés organiques volatiles, qui viennent détecter du monoxyde d'azote, qui viennent détecter d'autres gaz. Et on arrive à recréer des courbes en disant si cette courbe, elle dérive pas plus de 20%, bah, le tableau électrique se comporte bien. Si la courbe dérive de plus de 20%, bah, je mets une alerte mineure en disant bah, envoyez quelqu'un jeter un œil. Si elle dérive de plus de 100%, je commence à émettre une alerte plus majeure. Et si elle dérive beaucoup plus, j'émets une alerte immédiate. Et je suis à 2 doigts d'appeler les pompiers. Qu'est-ce qui se passe quand un arc électrique tape un câble? Vous savez, autour du câble, il y a de la gaine qui est souvent un dérivé de caoutchouc ou de vinyle. Et en fait, quand l'arc fait chauffer la gaine, elle relargue de l'acétone. Donc en allant chercher les composés acétonés, vous savez que vous avez un début d'incendie. Mais vous avez un début d'incendie très amont. Hein. Et donc qu'est-ce que vous faites si vous voulez pas avoir d'incendie? Ben, vous envoyez un non-cadre, ou vous envoyez qui vous voulez avec un tournevis, remettre un coup de tournevis et c'est fini. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette intelligence artificielle? Elle vous permet de caractériser un problème que l'humain n'aura jamais les moyens de voir, mais elle vous permet aussi d'embaucher des gens qui n'ont pas forcément des niveaux de diplôme incroyables. Il reçoit l'ordre de mission sur sa tablette, il va dans l'armoire B4, il sait que le disjoncteur 4 a un problème, il ouvre, il visse et on passe au sujet d'après. Intelligence artificielle en détection, humain en résolution. Et ça, c'est important parce que quand on vous dit l'IA détruit de l'emploi, non. L'IA va créer de nouveaux services quantitatifs et va créer des dizaines de milliers d'emplois. Et franchement, ça risque essentiellement de supprimer les jobs que globalement, on n'a pas tout à fait envie de faire. Donc on est plutôt d'accord de supprimer les jobs pénibles. Charlie Chaplin, ça a bien vieilli quand même, hein, mais c'est un peu ancien. Donc, comme je dis à mes équipes souvent, on n'est pas chez Ford. Alors, la 5G, c'est le protocole de la transformation digitale. Dans vos usines, dans vos labos, partout autour de vous, dans votre voiture, dans la rue, vous allez retrouver des réseaux privés 5G, qui sont un petit peu des réseaux, identifiez-les à des super Wi-Fi, mais ça n'a rien à voir avec le Wi-Fi. Globalement, si on prend ce graphe que j'ai récupéré dans un document qui a été généré par l'État, par Bercy, quand on regarde la digitalisation des métiers, le tourisme, je crois que globalement nos billets de train, nos billets d'avion, nos voyages, on les commande quand même plutôt par une appli, plutôt par Internet. Je ne sais pas si certains d'entre vous appellent une agence de voyage pour voyager, mais à mon avis, vous êtes très minoritaire, voire vous tangentez moins d'1%. La banque, voilà, tous nos virements bancaires, nos machins, nos trucs, on les fait en ligne. Avec une problématique énorme, c'est que la banque, ils ont tellement fermé d'agences que du coup, on ne peut plus parler à personne. Et donc, ils sont en train de réouvrir des agences. C'est très français, ça. Je fais un truc et puis après, j'en fais un autre. La distri, voilà, Carrefour Market, Leclerc Drive, whatever. La santé, qui a un peu du mal parce qu'il y a des centaines d'éditeurs de logiciels de santé. Et là, il faut reconnaître quand même que le ministère de la Santé, depuis quand même plusieurs années, a pris le drive que tout le monde se connecte ensemble. Donc globalement, votre petite extranet Amélie et tout, dans les mois et les années qui arrivent, va être un vrai outil centralisé de votre dossier de santé. Le secteur public, bon, les impôts, c'est quand même très digital, hein. Le reste, pas trop. Donc ils ont mis l'effort là où il y avait quand même une source de revenus importante, il faut le dire. Mais sur le reste, on aime toujours remplir des formulaires et c'est pas super RSE. L'agriculture, on est en train de s'y mettre, mais alors gentil. Voilà, on a vu quelques solutions sur le salon, mais l'agriculture, bon, encore beaucoup à faire. Et puis alors la construction, on va pas distribuer les mauvais points. Jacques Martin est plus là, hein, mais globalement en construction, il n'y a rien de digital.
La grue, le béton, le plan, il n'y a rien de digital. Voilà. Ils s'y mettent un peu, mais globalement, il y a une résistance très forte. Alors, vous avez tous, j'espère, un téléphone portable et peut-être pour l'immense majorité un smartphone. Lorsque vous avez eu la 3G, la 4G, on vous a connecté à Internet un peu tout le temps. Voilà. C'est là que Facebook et toute la bande est arrivée. Donc vous êtes connecté à Internet tout le temps. La 5G, c'est plus ça. La 5G, je vais vous l'expliquer juste après, c'est le mélange entre les télécommunications d'un côté, le digital, et les applications et les données. Dans la 5G, vous allez réunir d'un côté la capacité de transmission, de l'autre côté la capacité d'avoir des données, et je vous renvoie au premier schéma que je vous ai montré tout à l'heure, intégration, data, intelligence, et la 5G c'est natif. Alors, comment on adresse ce marché ? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quitté la quincaillerie, on a quitté le numérique d'équipement. Aujourd'hui, on parle métier, on parle fonctionnel, on parle silo. Si on essaie de le découper pour que ce soit un peu digeste, on a d'un côté l'éducation, les campus, la formation, toutes ces technologies-là. De l'autre côté, l'industrie, qui pour moi est le gros poids lourd de la 5G, c'est vraiment l'industrie. La santé, parce que vous allez avoir de la santé dans les murs, le traitement, l'IRM, et vous allez avoir de la santé hors les murs, les objets qui sont chez vous. Et WeThings fait des balances connectées. Ils font maintenant des analyseurs d'urine. Vous vous levez le matin, et puis on va vous dire si vous êtes en bonne santé ou s'il faut arrêter un peu le sucre. Smart Cities, c'est les villes, c'est comment on va optimiser la mobilité, comment on va optimiser la qualité de l'air, la pollution. Les services d'urgence, on a fourni une solution complète aux pompiers de l'Ardèche cet été, parce qu'en Ardèche c'est très beau, mais il n'y a pas de réseau. Donc comme il n'y a pas de réseau, il fallait mettre un peu des antennes sur les camions de pompiers, à minima, pour qu'ils soient capables de communiquer entre eux sur un terrain d'opération. Donc on leur a mis un réseau privé 5G qui couvrait des dizaines de kilomètres à la ronde, sur lesquels ils avaient des talkie-walkie qui passaient et des outils normaux. Si on se retrouve dans un vallon, là, il n'y a plus rien. Pas de réseau, pas de 4G, pas de 3G, pas de téléphone, rien du tout. Et puis les énergies renouvelables qui sont un gros sujet. Alors je vais passer ça. Globalement, quand vous achetez chez votre opérateur téléphonique un forfait, la problématique, c'est que comme on est sur des bandes de fréquences qui sont très hautes, elles sont pas très, elles se diffusent pas très bien. Elles ont beaucoup de mal à rentrer dans les bâtiments. Plus la bande de fréquence est haute, vous voyez dans votre voiture, vous avez FM et grandes ondes. Si vous êtes sur FM, il faut des diffuseurs rapides. Si vous êtes sur grandes ondes, prenez l'autoroute et vous ne changerez jamais de radio. Et donc le problème de la 5G, c'est qu'on peut avoir 5 km de rayon sur la bande 700, sauf que la bande 700, il n'y a pas de débit, il y a très peu de débit. On peut avoir 3,5 GHz avec à peu près 1 km de rayon. Donc typiquement pour un entrepôt, c'est super. Mais ça au milieu de l'entrepôt, au lieu d'avoir 200 bornes Wi-Fi, vous mettez une antenne 5G, ça vous fait tout l'entrepôt. Et malheureusement, sur la bande 26 GHz, qui est la bande très haut débit, là c'est 500 mètres. Donc autant vous dire que dans toutes les sucettes de co, dans tous les arrêts de bus et dans tout ce qui est mobilier urbain, on verra fleurir d'ici quelques années des antennes qui vont nous permettre d'avoir des réseaux. Alors, ça c'est un slide que j'aime beaucoup, parce que globalement, en tout rikiki en bas, vous voyez la voix en orange. Vous ne le voyez même pas, tel point c'est négligeable. La voix, c'est le business historique des opérateurs. C'est quand vous téléphonez avec votre 06 quelque chose, c'est business voix. Sauf qu'aujourd'hui, vous téléphonez avec WhatsApp, téléphonez avec Signal, téléphonez avec Facebook, téléphonez demain avec Twitter. Et donc, globalement, le marché de la voix baisse. Par contre, le marché de la donnée, lui, il explose. Alors, même celui qui n'est pas bon en maths, il tire le graphe dans les années qui après, et il s'aperçoit que tout est data et que tout est en train vraiment de se transformer. Et on a des quantités de données qui sont absolument abominables, qui requièrent des puissances de traitement industrielles et qui requièrent une approche qui dépasse un peu la gestion de ces fichiers Excel, quoi. Il se passe un truc en plus. Globalement, c'est un peu la différence entre avoir du cash dans son portefeuille, 50 euros, 100 euros, et avoir des dizaines de milliards d'euros à traiter. Vraiment, il y a une différence
qui est comme ça. Et chaque entreprise qui ne traite pas ces données, qui ne stocke pas ces données, qui ne rassemble pas ces données, n'est pas éligible à l'intelligence artificielle. Le premier effort, rassembler, réunir, comprendre, faire parler les équipes pour savoir ce qu'on veut, et puis après derrière, y mettre de l'intelligence par-dessus. Alors, si je prends les cas d'usage, parce qu'on va parler un peu métier, on va parler de votre métier, qu'est-ce qu'on nous a demandé sur ces 2 dernières années? La 5G, ça a 1 an et demi, 2 ans. Hein. Donc on est au début d'une nouvelle ère. C'est un protocole qui va durer 10, 12 ans, 14 ans. Donc il nous reste 10 ans devant nous pour faire. Hein. On n'est pas en retard, mais il faut y aller. Donc globalement, la première chose qu'on nous a demandé, c'est d'équiper une usine. Pourquoi? Parce que l'usine avait tellement de commandes à livrer qu'elle n'avait pas la possibilité d'étendre son emprise immobilière, qu'elle n'avait pas envie de faire des capex significatifs parce qu'elle ne savait pas si sa production était une production à long terme ou si on était dans un effet de marché. Elle ne voulait pas recruter en quantité parce qu'elle ne trouvait pas les gens. Et elle ne voulait pas recruter en quantité parce que globalement, le droit du travail fait que quand on recrute, on a un peu de mal à se défaire du staff. Donc ils se sont dit, on est incapable de faire tout ça, donc on va investir dans la transformation digitale de notre practice et on va regarder quel est le niveau de compétitivité qu'on peut récupérer avec ça. Au bout d'1 an, ils avaient gagné 30% sur les tâches effectuées dans l'usine. Au bout de 2 ans, ils en sont à 120%. Ils pensent qu'ils ont une cible qui peut atteindre 300%. Donc globalement, produire 3 fois plus avec les mêmes équipes et avec des investissements voisins. Il faut payer un peu la 5G, avec des investissements voisins. C'est une boîte qui fait 1,2 milliard de chiffre d'affaires. Son projet 5G lui a coûté 2,5 millions. Et ils sont sur la route de pouvoir faire 2 milliards sans trop bouger la structure. Vous vous rendez compte la puissance du modèle? C'est incroyable. Incroyable. C'est fou. Même nous, on est là, on découvre le truc complètement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve évidemment tout ce qui est connexion aux machines. Est-ce qu'il faut les calibrer? Est-ce qu'il faut les maintenir? Qu'est-ce qu'on récupère comme données de notre machine? Il y a beaucoup de machines qui ont été achetées il y a 5, 10, 20 ou 30 ans, qui fonctionnent toujours et qui ne sont pas du tout connectées. Donc on peut venir, les raccorder, mettre des capteurs complémentaires dessus, mettre des caméras et récupérer de la donnée, même si la machine elle est vieille et qu'elle n'a pas du tout été prévue pour ça. On peut la rééquiper. Gros sujet, maintenance préventive. Un petit peu comme le capteur iPredict que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a un gros sujet de maintenance. Globalement, quand l'usine tourne, on n'a pas envie qu'elle arrête de tourner. Et donc, si on peut faire la maintenance en temps réel pour éviter des arrêts de production et éviter des chamboulements de calendrier, globalement, c'est très intéressant de déployer de la maintenance prédictive. Tout ce qui est évidemment autour du bâtiment. Hein, on a vécu une année sur ces 12 mois glissants avec un vrai sujet sur le prix de l'énergie. L'État, si vous vous en souvenez, vous a demandé la possibilité d'éteindre vos usines. Je ne sais pas si vous avez eu conscience de ça. Alors l'éteindre, c'est pas trop dur. Le problème, c'est de la redémarrer. Et donc globalement, on est très heureux de ne pas avoir éteint les usines parce que je pense que ça aurait eu des conséquences importantes. Quand vous éteignez un serveur ou un ordinateur pendant qu'il est en train de faire des trucs, quand il redémarre, il grince un peu. Hein. Et donc il ne redémarre pas en 10 secondes, il redémarre plutôt en 20 minutes. Donc ça, c'est un vrai sujet. À ma grande surprise, gros sujet de géolocalisation. Les gens perdent un temps infini à chercher les chariots. Dans les hôpitaux, un brancardier, il y a une statistique moi, qui me fait mourir de rire mais qui est hyper inquiétante, hein, c'est que globalement un brancardier il travaille entre 15 et 20% du temps. Alors on se dit qu'il regarde le match de foot assis sur le brancard, mais c'est pas ça, c'est qu'il ne sait pas où est son brancard. Ils ne savent pas où sont les fauteuils roulants, ils ne savent pas où sont les brancards, ils ne savent pas. Et donc géolocalisation de l'asset, géolocalisation de la matière première, contrôle, anti-vol, et puis après vous vous amusez à greffer tout ce qui vous fait plaisir autour de la géoloc. Un truc assez amusant, dans une usine qui fabriquait du câble, on leur a mis des lasers qui mesurent la hauteur de la cuve. Et donc ils ont retrouvé des bouts de câble qui étaient perdus, parce que la hauteur théorique du logiciel c'était 12 mètres, et la hauteur de la mesure c'était 14 mètres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé la cuve, et ils ont trouvé des vieux câbles au fond, qui cherchaient, et c'était à peu près 500 000 € le kilomètre de câble. Donc ils ont économisé 20 millions d'euros de pertes de câbles de fibre optique,
avec un investissement, si je fais un calcul dans ma tête, on doit être à 35 000 euros. Voilà, si on veut parler de ROI, là il y a du ROI à fond la caisse. Flexible shop floor, c'est la manière dont vous allez gérer les caisses, les livraisons, les palettes, et avoir vraiment une identification. Tout ce qui est paperless, évidemment, hein. Le nombre de gens qui se trimballent avec des papiers, des carnets, qui les perdent, qui les reperdent, etc. Donc ça, c'est des tablettes industrielles, etc., etc. Remote assistance, qui est un truc assez marrant, c'est-à-dire qu'on donne des lunettes à quelqu'un qui est en arrêt maladie ou qui est en mi-temps thérapeutique, et on lui demande pendant son mi-temps thérapeutique d'aider son remplaçant. Et donc il a le matos chez lui, il est en télétravail, même s'il vient de l'industrie. On a rendu le télétravail possible aux gens qui en général ont une bonne soixantaine d'années, qui attendent l'acquis, comme on dit, mais qui ont une valeur ajoutée énorme parce qu'ils ont de l'expérience. Donc ces gens-là, il ne faut pas les laisser chez eux dans le canapé, hein, c'est pas possible. Il faut qu'ils soient connectés à distance aux équipes et qu'ils fassent de la transmission. Un sujet qui est souvent réglementaire, qui est le push-to-talk, qui remplace les talkie-walkie. Donc globalement, s'il y a une caisse qui tombe, s'il y a quelqu'un qui se fait mal, immédiatement on appuie sur le bouton de la PTI et on peut communiquer directement et remplacer la voix. Et le gros use case qu'on a, notamment en région Rhône-Alpes, c'est tout ce qui est les mesures automatiques et la reconnaissance des pactages. Donc les gens qui fabriquent des médicaments ou qui fabriquent des principes nous demandent d'avoir une balance automatique sur la chaîne, d'avoir une caméra qui filme le package fini, et après vous avez le convoyeur qui dit produit OK, produit pas OK, produit OK, produit pas OK. Et donc il sort de la chaîne de prod tous les produits qui sont pas OK en amont, ce qui fait que lorsqu'on vient faire des contrôles, on a gagné peut-être 5 à 10% du temps de travail, de dépalettisation, de repalettisation. Et à la fin, peut-être que vous venez de gagner 1,5 ou 2% sur le produit. Sauf que 2% en moins dans l'équation de compétitivité, c'est peut-être votre acheteur ou votre vendeur qui a la capacité d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire qu'il ne pouvait pas avoir avant dans ses coûts de structure. Alors, si on les classe en 4 catégories, pour faire simple, puis ça, la présentation, celui qui la veut, je lui donne. Géologue surveillance. C'est vraiment, à ma grande surprise et un peu de déception, je dois avouer, c'est 70% des demandes. Ils sont où mes produits? Bon, moi je pensais perso que c'était fini ça, mais manifestement c'est pas le cas. Deuxième sujet, pilotage supervision. Voilà, on s'aperçoit que les supervisions, elles ont souvent été vendues par les gens qui vous vendaient la machine, et on s'aperçoit que les supervisions, elles ne parlent pas entre elles. Donc vous vous retrouvez dans un centre de pilotage où il y a 19 écrans, chacun qui a son application à lui. Et franchement, pour lire ça, il faut être un être humain renforcé, quoi. Moi, j'y arrive pas. Connectivité Smart Factory, notamment dans la logistique, on nous demande beaucoup de couvrir les entrepôts avec des solutions qui technologiquement sont assez faibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme ils ont des entrepôts en métal, des racks en métal, des caisses en métal, des palettes, en fait, les ondes ne passent pas. Donc du coup, ils mettent du Wi-Fi, du Wi-Fi, du Wi-Fi, du Wi-Fi. Ils payent des gens des fortunes pour déployer, pour maintenir ça. Avec 2 antennes, on couvre l'entrepôt complet et on n'en parle plus, c'est beaucoup moins cher. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure sur la maintenance et sur l'emploi, c'est aussi la capacité, grâce au mix IA 5G, de pouvoir donner du boulot à des gens qui sont ou pas formés, ou qui n'ont pas envie de se former, parce qu'il y a aussi des têtes de l'art qui n'ont pas envie de se former, mais avoir la capacité d'avoir aussi des gens qui ont peut-être qu'un niveau CAP, parce que la vie les a pas amenés plus loin, et leur dire, voilà, on va te faire intervenir très en amont de la panne, parce que quand c'est en amont, tu sais faire, et dès que l'entrepôt a tout brûlé, tu n'as plus de boulot. Donc globalement, on va te permettre d'aller très en amont et de gérer ce sujet. Si je vous donne un exemple de déploiement, donc là on est sur un quai sur lequel on a mis une antenne. Donc vous voyez que l'antenne est capable de traverser l'intégralité de la surface. Et si on est sur une surface plus grande, pour couvrir 60 000 mètres carrés, c'est 2 antennes. 60 000 mètres carrés, 2 antennes. C'est ridicule, hein. Et une antenne, ça vaut 25 000 euros. Hein. Donc c'est ridicule. Hein. Apple a annoncé hier qu'ils allaient intégrer dans les prochains Mac un modem 5G interne. Donc votre Mac demain, quand vous serez dans une usine ou dans une industrie, il aura une seule antenne pour capter partout dans l'usine.
Imaginez les convoyeurs automatisés, imaginez les robots qui vous amènent le matos, imaginez les tablettes, imaginez le package qui va avec chaque salarié, imaginez les machines-outils, imaginez la possibilité de reconfigurer l'usine. La chaîne de fabrication, elle est comme ça, comme ça, comme ça, du 1er janvier au 30 mars. Et puis après, elle est comme ça, comme ça, comme ça, l'été, parce qu'il faut qu'on fasse rentrer une prod en plus. Donc cette mobilité, c'est un vrai cadeau pour la flexibilité de la manière dont on fait de l'industrie. Hier, vous posiez une machine-outil, il était hors de question de la déplacer. Hors de question. Limite, elle était plus sous maintenance. Aujourd'hui, vous pouvez quasiment commander vos machines-outils avec des roulettes. Hein. Aucun problème pour la pousser et la raccorder à l'électricité. Hein. Aucun problème. Hop, je passe ça. Alors, globalement, et je vous fais pas mal à la tête longtemps avec ça, mais il faut le comprendre, c'est le slide le plus important de ma presse. C'est celui qui est le plus dur à lire, mais c'est le plus important. Quelle est la différence entre le Wi-Fi que vous avez à la maison ? Le Wi-Fi que vous avez à la maison, quand votre ado il fait un peu de Netflix un peu fort et qu'il joue un peu avec sa mise à jour de sa PlayStation 5, bah, il vous prend toute la bande passante et vous, regardez, ce que vous faites, vous ne pouvez plus le faire. Et ça, c'était les drames du confinement où globalement, il fallait bosser, mais manifestement, tout le monde ne bossait pas sur les mêmes sites. Les jeunes, ils bossaient plutôt sur Netflix, et nous, on bossait plutôt sur des trucs sensibles. Et donc, globalement, la 5G a deux grandes qualités. La première, c'est qu'on peut découper des bandes, ce qui s'appelle le slicing. On peut slicer la bande et avoir de la bande passante réservée pour tout le monde. Donc, je peux connecter ma machine-outil, je peux connecter ma vidéo, je peux connecter mon patron, je peux connecter l'auto-laveuse qui vient laver. Et quel est l'avantage que ça vous donne ? Un réseau, quel que soit le nombre de personnes qu'il y a dessus, une sécurité, parce que comme c'est tout découpé en morceaux, vous ne vous tapez pas le responsable informatique pour lui dire « Salut, j'ai besoin d'une adresse IP pour mon sous-traitant qui est là 2 jours ». Il vous dit non à chaque fois, le gars, parce qu'il n'y a pas que ça à foutre. Donc globalement, vous êtes capable de donner un seul réseau à tout le monde dans l'entreprise, un déploiement, une fois le coût, une fois l'administration, une fois les objets, une fois la logique, une fois. Et ça, c'est une révolution totale. Il n'y a pas un jour où on ne tire pas un câble dans une usine, avec la perte de temps et la perte de moyens qui vont avec. Hop, hop, hop. Je vous enlève ça. Tac, tac, tac. Ça, on est en train de déployer des cœurs 5G un peu partout en France. Ce slide-là est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les besoins, historiquement, on avait des réseaux mobiles grand public. Pour certains, vous avez connu la 2G, le WAP, la 3G, la 4G, et aujourd'hui, c'est la 5G. Et globalement, peu ou prou, tout le monde a la 5G. Les réseaux privés, historiquement, c'était des réseaux Tetra, c'était des talkie-walkie. Puis on les a un peu construits en 4G, c'est ce qu'on retrouve dans les centrales nucléaires, qui ont des réseaux dédiés 4G fermés. Et puis aujourd'hui, c'est de la 5G. L'Internet des objets, pareil. Whatever protocole, 5G. Les réseaux locaux, ce que je viens de vous décrire, du câble, de la fibre, des switches, des machins, 5G. Ce qu'on voit dans ce slide, c'est que tout est en train de devenir 5G. Tout. Uniformisation des protocoles, uniformisation de la sécurité, uniformisation des achats, ça c'est cool. Ça évite d'avoir des compétences folles pour acheter n'importe quoi. Uniformisation des objets. Et globalement, une fois que vous avez mis votre réseau 5G et que vous avez pris votre local, il ne reste plus qu'à bosser. Hein. Pas besoin de faire des trucs compliqués. Il n'y a pas besoin de faire intervenir des intégrateurs, des opérateurs, des fournisseurs. Et moi, je ne travaille pas avec lui, qui ne travaille pas avec lui, qui est trop cher que lui, que pas que lui. Non, là, vous avez une unité et vous déroulez à long terme. Alors, vous comprenez bien que ce que je vous dis là, et nous, on est expérimentés sur le sujet, ce qui est malheureusement, quasiment évidemment, le cas de personne. Parce qu'il faut être opérateur télécom pour comprendre ce qu'on se raconte là. Et les opérateurs télécoms, il y en a 4. Hein. Il n'y en a pas beaucoup plus. Donc globalement, ce qu'on a souhaité de faire de The Camp, c'est un camp de base pour réunir les équipes autour de problématiques de digitalisation, autour de problématiques d'IA, autour de problématiques managériales. Il faut que les managers ils comprennent ce que je raconte. Hein. Parce que celui qui ne sait pas ça, il ne peut pas expliquer à ses équipes comment elles vont devoir fonctionner. Autour d'enjeux environnementaux,
parce que finalement, une fois que j'ai mis des capteurs partout, je suis capable d'arrêter la clim quand il faut et je suis capable d'améliorer ma compétitivité. Et donc, on a créé un Fab Lab parce que les slides, c'est bien. Dieu sait que j'aime pas les slides. Les slides, c'est bien. Mais à la fin, vous allez partir, vous allez dire, bon, ça a l'air sympa ce qu'il m'a raconté, mais j'ai pas de prochaine action. C'est-à-dire, globalement, je m'adresse à qui, j'en parle à qui. Bon, je vous donnerai les slides, donc peut-être vous pouvez en prendre 2-3 qui vous intéressent et en parler à qui vous voulez, mais globalement, comment j'agis, quoi. Parce que faire des slides, c'est cool, mais faire des slides où il n'y a pas d'action au bout, on ne comprend pas bien pourquoi. Et donc, globalement, on a créé un Fab Lab qui s'appelle Pégase, qu'on a appelé plateforme 5G d'accélération et de soutien à l'économie. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de la technologie, au-delà de ce qu'on se raconte, au-delà de ce qui nous fait plaisir à nous, parce qu'on reste quand même un peu tech, mais c'est surtout comment on est capable d'accélérer et comment on est capable de donner cet impact d'accélération. En Asie, ils ont tous investi sur la 5G il y a 2 ans. Aux États-Unis, ils ont tous investi sur la 5G il y a 18 mois. En Europe, il n'y a que les Allemands qui investissent sur la 5G. C'est fou, hein ? Ils ont une petite tradition industrielle, ces gens-là. En France, je crois que moi, j'ai dû installer peut-être 10 réseaux, et je crois que dans le pays complet, il y en a peut-être 18 ou 19. On est à la rue. Voilà, c'est comme d'hab. Mais c'est pas grave, on va rattraper notre retard. Donc, globalement, qu'est-ce qui se passe ? On va chercher une bande de fréquence au ministère des Télécommunications. On met une antenne qui nous permet de couvrir l'intégralité du campus. Donc, je vous l'ai dit, une antenne, 2 antennes, peu importe. Et puis après, derrière, on vient tester des cas d'usage. Donc, globalement, si vous venez à The Camp, il faut venir sans compétences techniques. Il faut venir uniquement avec des problèmes. Comme on est en France, tout le monde a des problèmes, c'est cool. Mais il faut venir avec la volonté de les résoudre. Donc se dire, globalement, comment je dois transformer ma boîte ? Je ne sais pas. Quels sont dans mes budgets les économies que je dois réaliser ? Ça, je sais. Comment, globalement, je motive un peu mes équipes dans les 5 à 10 ans qui arrivent ? 1, pour garder mes talents. 2, pour donner du boulot à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que des génies, mais surtout, au-delà de ça, être capable de les faire monter en compétences. Non, mais c'est vrai. Il faut du boulot pour tout le monde, sinon on ne s'en sortira pas. Et à côté de ça, comment je leur donne des technologies comme la réalité augmentée ? Comment je leur donne des technologies comme le big data ? Comment je leur donne des technologies comme l'IA, qui, je suis désolé, aujourd'hui, sont des technologies hermétiques. Personne se lève le matin en disant « chouette, je vais faire de l'IA à 10 heures ». Ça n'existe pas, ça. Donc la question, c'est comment on est capable de faire ça ? La seule manière de le faire, c'est avec des humains. Et moi, je dis toujours, ça me fait penser à 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, quand il fallait acheter un système informatique, on ne savait pas si on achetait IBM, Sun, Oracle, Silicon Graphics, Apple. Il y avait des marques partout, rien n'était mature. En 20 ans, tout a fusionné, tout a fini dans le cloud. Globalement, c'est le chemin hyper simplifié de ce qui s'est passé. On va devoir affronter exactement la même chose dans les années qu'il y a devant nous. Et moi, je trouve que là où il y a une bonne nouvelle, et on a créé un département dédié à ça il y a moins d'1 an, c'est que c'est le retour du conseil. Il faut des humains pour aider les humains. Le tout digital, c'est pas vrai, ça marche pas. C'est pas vrai. Le tout digital, c'est de l'équipement, c'est pas plus. Et donc aujourd'hui, avoir un centre comme The Camp pour se mettre autour de la table, ça permet de créer des réunions, de partager des enjeux industriels, des enjeux métiers, des enjeux stratégiques, de tout mélanger, de former les managers, parce que sans les managers, ça ne peut pas avoir lieu. Enfin, tout ce que je vous raconte, si les managers ne sont pas formés à ça, ils ne peuvent pas transformer, c'est impossible. Donc il y a 2 sujets. Il y a le 1% The Camp, en considérant que 2 jours ouvrés par an, vos managers peuvent venir suivre un programme de formation avec les équipes dédiées de The Camp. Et 2, le fait qu'on ait regroupé des industriels pour qu'ils soient un petit peu des adopteurs précoces. Encore une fois, je vous le dis, en France, c'est pas là où on a le plus d'adopteurs. Mais surtout, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on va ouvrir une antenne de The Camp à Lyon, avec un Fab Lab complet à Lyon, pour vous permettre de venir toucher ces technologies. Donc, 2023, c'est le Fab Lab de Aix-Marseille qui a été ouvert. Premier semestre 2024, c'est le Fab Lab de Lyon qui ouvre. Deuxième semestre 2024, c'est le Fab Lab de Paris qui ouvre. Pourquoi ? Parce que ces endroits-là, c'est là que vous allez créer vraiment la valeur de demain.
Si vous me supportez encore, je vous laisse le QR code du LinkedIn où de temps en temps, on met un peu des articles, on met un peu des choses. Si vous avez des questions ou si vous voulez la presse, vous me faites un petit message et je vous l'envoie évidemment avec plaisir. Et vous regarderez, on produit régulièrement des articles. Alors, ce n'est pas des articles de science-fiction, c'est des articles de pragmatisme français anglo-saxon, on va dire, parce qu'on est assez pragmatique dans la maison. Mais globalement, si vous avez des questions, évidemment, j'espère en prendre maintenant, parce que je suis un peu tout seul à parler là, c'est trop. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à regarder les articles sur l'IA, les articles sur la 5G, les articles sur la data, les articles sur l'industrie, sur la compétitivité. Le groupe, et je ne l'ai pas trop présenté, un tiers du groupe, c'est de la techno. Un tiers du groupe, c'est des bâtiments intelligents, des data centers, des bâtiments. Et un tiers du groupe, c'est des tiers-lieux. C'est des gens dans lesquels on se rencontre et on co-construit. Et moi, je crois beaucoup que le business à l'ancienne, on fait un rendez-vous parce que j'ai un truc à te vendre et toi, peut-être, un truc à m'acheter. Je pense que ça, c'est has-been total. Je pense que le seul business qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un business écosystémique. Et je crois que les Asiatiques le font depuis longtemps. Les Américains le font avec beaucoup de contrats bizarres, donc ils ne le font pas toujours très bien. Mais nous, on a un nouveau modèle européen qui est en train de naître et d'accoucher, qui est un modèle d'alliance. Merci. Je te laisse le micro à toi, non? Ah non, tu fais tourner. N'applaudissez pas, j'ai pas fini. Allez, si vous avez des questions, j'espère que vous n'êtes pas inquiets. Ce serait un grand échec pour moi que vous soyez inquiets, au contraire. Il y a des opportunités incroyables. Une petite question? Soyez pas timide, c'est la première la plus dure. Monsieur au fond qui est au téléphone là-bas. Bon, puisque tu me désignes pour faire une question. Comme je vois que tu es attentif. Non, mais je suis en réunion en même temps, mais je voulais vraiment participer à cette conférence. Je suis arrivé donc un petit peu en retard. Je ne sais pas si tu as expliqué toute ton histoire, mais cet homme est extraordinaire. Il est humble, donc il ne vous l'a peut-être pas dit, mais The Camp, le site qu'il a fait, donc je suis de la région, je suis d'Aix-en-Provence, c'est mythique, c'est un site éco-conçu, c'est magnifique. Et ce site, parce qu'il perdait beaucoup d'argent, a failli être rasé. Je ne sais pas si tu l'as expliqué, ça. Donc c'est bien de le dire. Tu fais aussi de belles choses à côté de ça pour le territoire. Et ce site, plutôt que d'être rasé, il perdait des millions, 20 millions, je crois. Tu l'as investi. 80. Ah oui, donc c'est pire que ça. Oui, je sais que ça s'appelle plus une perte après 20. Donc ouais, 80. Bah, écoute, d'habitude les Marseillais ils exagèrent tout, mais là je l'avais divisé. Il a réinvesti et il a évité, parce que sinon c'était parti pour des logements sociaux déjà dans une zone ultra urbanisée où on met à peu près 1 heure pour faire 20 km par jour. Donc pour le territoire c'est super, tu en fais quelque part un Fab Lab pour que chaque entreprise vienne tester, développer des innovations. Par ailleurs, autour de l'étang de Berre, tu as aussi, est-ce que tu as expliqué ce que tu faisais avec l'air ultra purifié, tout ça? Non, je suis pas parti là-dessus. Mais c'est extraordinaire, ce que tu fais, c'est l'avenir. On parle des transitions énergétiques. Comme tu m'as entendu vendredi, oui. Je sais que tu as du contenu en plus, parce qu'il a eu la gentillesse d'être à The Camp vendredi avec le Cercle National des Achats. Et encore merci d'être venu à The Camp pour ça. Avec plaisir. En fait, on a une ville qui s'appelle Berre, qui est une ville de pétrochimie, qui historiquement est assez polluée, on va dire les choses telles qu'elles le sont. Le maire lance un appel d'offres pour un concours de construction. Et donc évidemment on retrouve tous les majors du secteur, Eiffage, Vinci, tout le monde. Et moi j'ai un petit promoteur qui vient me voir en me disant j'aimerais bien répondre à ce truc-là, là. Mais bon, moi je suis petit, je vais jamais gagner, c'est impossible, on n'y arrivera pas. Je dis ouais, effectivement ça m'a l'air impossible. Donc il faut qu'on trouve une histoire à raconter, parce que si on trouve une histoire de panneaux solaires et une histoire d'empreinte carbone, on va se faire griller. On peut pas raconter ça comme histoire, les autres vont la raconter la même que nous. Donc comme le site est pétrochimique et très pollué, moi j'ai considéré que les gens dormaient 6 à 8 heures par jour dans leur lit, que globalement ils étaient à la maison 4 à 6 heures sans dormir, et qu'on pouvait considérer globalement que 12 heures sur 24 la semaine, ils étaient plutôt chez eux, et que le week-end, ils étaient peut-être plutôt 18 heures sur 24. Donc on a fait la somme du nombre d'heures dans lesquelles les gens allaient être sous la cheminée pétrochimique, et on s'est dit qu'il fallait construire non pas green, non pas les trucs à la mode, mais qu'il fallait filtrer l'air et purifier l'air à l'intérieur des appartements. Et donc on a pris un engagement simple, c'est que globalement, les gens qui habitent à Berre allaient respirer l'air le plus propre du département
parce qu'on a mis des systèmes de joints qui sont plus épais sur les fenêtres, des systèmes de renouvellement de l'air et de piège des particules. Le coût du déploiement de tout ça, c'est 2% du prix du chantier. Donc c'est zéro. Parce qu'à la fin, ils ont fait un effort de 2%, donc c'est zéro. Donc l'idée, c'est comment on utilise les technologies pour avoir un positionnement qui est totalement différencié, parce qu'on a gagné cet appel d'offres alors qu'on est vraiment des cloportes ridicules par rapport aux grands groupes globaux, sauf qu'on les a pris à la verticale, on les a pas pris à l'horizontale. On les a pris par là où ils ne nous attendaient pas. Et donc on a gagné devant 14 groupes de BTP significatifs. C'est sympa. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on leur a vendu le système aux 14 groupes de BTP. Donc c'est pas Système aux usines existantes. Alors l'idée, c'est que partout où il y a une conteneurisation d'air, on peut mettre ce système. Donc on peut arracher les particules de peinture qui sont relarguées. Quand on met un matériau, il relargue en permanence des choses. C'est pour ça que ça sent la peinture, c'est pour ça que ça sent la poussière, c'est pour ça que ça sent le brûlé. Notre nez, quand même, vous le savez mieux que moi dans votre métier, mais notre nez est quand même super efficace, même si le nez d'un chien est encore plus efficace. Mais globalement, ça sent pas bon tout le temps. Donc à partir du moment où il y a l'émission d'une particule gazeuse, on sait la capter, la filtrer, la mettre dans des filtres qui sont vieux comme le monde, des filtres à charbon, des filtres à microparticules, il y a 1000 façons de filtrer, vous connaissez ça très bien dans vos métiers. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas absorber l'air en circuit fermé. Ça me fait toujours penser au bouton renouvellement d'air de la voiture. Vous savez ce bouton qu'on a dans nos voitures parce qu'on ne veut pas respirer l'air de dehors. Il n'y a aucun appartement qui a ça aujourd'hui. Au contraire, on vous met des bonnes grosses VMC qui vous prennent du bon air bien pollué de l'extérieur, qui vous le mettent de manière contrainte et forcée à l'intérieur. Or, quand vous fabriquez des semi-conducteurs, votre premier sujet, c'est la qualité de l'air. Premier sujet, qualité de l'air. Quand vous faites des data centers, premier sujet, électricité, deuxième sujet, qualité de l'air. Et donc, cette qualité de l'air est un sujet qu'on arrive difficilement à vendre de manière isolée. Personne ne se dit, là aussi, je me lève et je vais aller acheter un filtre à air. Mais globalement, quand on l'intègre de base dans la construction, dans le bâtiment qu'on livre à Lyon, on a un désenfumage des parkings. Donc on s'est acheté 2 gros ventilateurs. Au cas où il y a un incendie, il faut aspirer la fumée, le machin. Nous, ce qu'on fait, c'est que chaque nuit, on va les allumer pour désenfumer les locaux, en fait. Parce que quitte à avoir acheté 2 ventilateurs, autant s'en servir. Hein. On va pas les laisser là dormir pour rien. Donc voilà. Et ça, on a réussi à le faire parce qu'on a connecté tout ça à un système commun. Et donc on revient vraiment sur le schéma de tout à l'heure. Intégration, cloud, machin, IA, data. Et tout va passer là-dedans. Merci. En tout cas, Kevin, ça valait le coup que tu parles de cette histoire de purification d'air parce que pour l'attractivité des entreprises, il faut prendre soin des collaborateurs et tu as plein de bonnes idées avec tes Fab Labs et c'est une mine d'or d'innovation et tu es dans le bon salon pour ça. Il faut garder les talents, c'est ça. Il faut garder les talents et récupérer ceux des confrères. Hein.